18 et Ndautré. Ma question, contrôlait-il aussi les différents axes, les axes principaux d'Abobo? Bon, oui, Abobo était une zone, Abobo à Niaman, c'était une zone qui était largement occupée. Donc, quand on dit militairement parlant qu'une zone est occupée par l'ennemi, c'est que des axes sont contrôlés par ce dernier, des positions sont tenues par ce dernier. Donc, effectivement, cette partie du territoire, au fur et à mesure, échappait au FDS. D'accord. L'ennemi contrôlait-il également la zone autour de la mairie d'Abobo et du carrefour Banco? Oui, parce que quand on passait, parce que c'est un axe qu'on utilisait pour aller à l'escadron d'Abobo où il y avait le PC, où tous les détachements étaient installés, on essuyait des coups de feu. Donc forcément, c'est des parties qui étaient contrôlées par l'ennemi. Très bien. Est-ce que l'ennemi était aussi dans la forêt du Banco? Là, si mes souvenirs sont bons, il y a eu des informations ou du renseignement à cet effet. Mais maintenant, moi, en tant qu'individu, je n'ai pas forcément vu de l'activité ennemie dans la forêt du Banco. Mais je me souviens que dans les renseignements, dans les bulletins de renseignement qui arrivaient, il y avait cet état de fait. D'accord. Alors, vous nous avez dit hier une chose très intéressante, militairement parlant. Vous nous avez expliqué que la Maca, c'était en quelque sorte, si j'ai bien compris, je vais vous interroger là-dessus tout de suite pour que les choses soient claires, c'était le verrou qui permettait de descendre d'Abobo vers le reste d'Abidjan. Est-ce que c'est bien ça? Oui, ce que j'ai dit, c'est que à partir du carrefour Ndautré que l'ennemi possédait, dès qu'il a ça, qu'il lance une offensive, il est sur la Maca. Dès qu'il arrive à la Maca, bon, en tant que J5, c'est une exploitation qu'on a faite. Dès qu'il arrive à la Maca, par expérience ou mauvaise expérience, de casser les prisons, bon, bref. Mais en même temps, on est sur l'autoroute, on est en plein Abidjan. Donc, il fallait, dans la manœuvre de l'état-major, empêcher que l'ennemi franchisse le carrefour Ndautré pour aboutir à la Maca et puis après, roue libre sur le reste d'Abidjan. Alors, vous venez de répondre en partie à la question que je voulais vous poser. Je vous la pose néanmoins pour que ce soit tout à fait clair. Est-ce que selon les renseignements dont vous disposiez, il y avait des menaces sur la Maca ou sur la zone de la Maca? Bon, on va dire que c'est un retour d'expérience. C'est un retour d'expérience. Donc, il fallait faire en sorte que la Maca ne nous échappe pas. Très bien. Alors, on va passer... Ah, pardon, vous voulez dire quelque chose, monsieur, allez-y. Oui, permettez-moi de repréciser, comme dit hier, la Maca et l'autoroute, on a à peine 2 kilomètres. Et après, ce sont de grandes rues là. Donc, si l'ennemi, entre la Maca et le carrefour Ndautré,
vous avez aussi sensiblement 2 à 3 kilomètres. Bon, si l'ennemi a tenu sa position, progresse et réussit à arriver à la Maka, bon après, donc c'est une affaire de distance. C'est vrai qu'il y a la Maka, qui est une entité, bon, par expérience, en tenant compte des 8 textes, on casse les prisons, etc. Donc c'était un souci pour l'état-major. Il ne fallait pas qu'on casse les prisons, ou encore avoir un autre problème à gérer. Mais aussi en termes de distance, dès qu'on arrive à la Maka, après c'est roue libre. Donc c'est un peu ça l'esprit qui emmenait l'état-major dans sa stratégie à empêcher l'ennemi de franchir une doctrine. Et à Bobo. Très bien. Alors, vous venez de nous dire, si l'ennemi arrive à la Maka, après c'est roue libre, est-ce que vous pouvez juste préciser, parce que tous nos propos sont transcrits, donc pour que ce soit clair quand on relira, etc. Quand vous dites c'est roue libre, ça veut dire que l'ennemi a accès ouvert sur Abidjan, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. D'accord. Alors, on va passer à un autre sujet. Enfin, un sujet bien sûr lié à ce dont on parle. Et il s'agit du camp commando. Alors, première question, monsieur. Les voies d'accès au camp commando, vous nous en avez un peu parlé hier, mais je voudrais que ce soit très clair. Les voies d'accès au camp commando ont-elles été bloquées? Bien. D'abord, il faut, les 2 voies d'accès, soit par la pharmacie Samaké, bon, c'est notre tour, et puis la voie principale qui passe devant la mairie. Je répète qu'on essuyait nos patrouilles ou nos liaisons logistiques, essuyaient des coups de feu. Ça, c'était déjà ça. Maintenant, le 3 après-midi, il y a un civil qui m'a apporté le renseignement, enfin l'information, que la grande voie est en train d'être fermée avec du béton, des murs de béton. Je vous interromps une seconde, vous me pardonnez, mais puisqu'on est en train de faire les choses pour avoir les éléments les plus précis possibles, fermée par qui? Elle est en train d'être fermée. Fermée par qui? Bon, si je reprends ses propos, par des gens. C'est ce que lui dit. C'est une information qu'il me donne. Ce n'est pas encore un renseignement parce que je n'ai pas vérifié. Donc, il me dit que des gens sont en train de fermer l'autoroute avec du béton. On est aux environs de 17h, 18h. Donc, la nuit va tomber. Je n'ai pas vérifié. Mais j'ai rendu compte. Et c'est ainsi, comme je l'ai dit hier, qu'on m'a demandé de décrocher. Mais comme j'étais le chef sur le terrain, selon mon flair du moment, et puis selon les priorités aussi du commandement, c'était, on peut dire, des symboles. Maintenir le camp de commando d'Abobo en vie et maintenir la cité universitaire qui n'était pas loin. Donc, j'ai fait un calcul rapide. Décrocher la nuit, c'est dangereux. Abandonner les familles des gendarmes et les étudiants de la cité universitaire, ça pourrait être la catastrophe. Donc, humblement, j'ai rendu compte chez l'état-major avec des éléments de solution pour au moins passer la nuit. Et puis demain, c'est leur rôle de trouver les solutions durables. Et c'est ce qu'on a fait. Pour que ce soit clair, quand vous dites décrocher, est-ce que vous voulez dire évacuer le camp commando? Oui, quitter, oui. Et si vous l'aviez évacué, vous nous avez dit, j'ai plus vos mots exacts, mais ça aurait été, je crois, me souvenir, terrible pour les familles de gendarmes et pour les étudiants que vous auriez abandonnés derrière vous. Qu'est-ce qui leur serait arrivé? Ou quelles étaient, je vais poser la question autrement,
Quels étaient les risques qu'ils couraient si vous étiez parti? Les risques qui pouvaient encourir, c'est que le maintien de ces deux entités-là en vie, quand je dis en vie, pour que les étudiants puissent habiter, les familles des gendarmes puissent... C'était notre présence. On avait ça comme point particulier à sécuriser. Parce qu'à un moment donné, on n'avait plus d'allonge, puisque à Bobo, au fur et à mesure, l'ennemi s'emparait de cette localité. Donc, nos allonges se rétrécissaient. Et donc, l'accent était mis sur, bien évidemment, la mission logistique quotidienne et les alentours de notre cantonnement pour notre sécurité, et aussi les familles des gendarmes qui habitaient là, et la cité universitaire. Donc, si la sécurité que nous représentions quittions cette nuit-là, bon, il y a des risques. Nous n'étions pas là. Et nous essayons de comprendre. Et notamment de comprendre la raison d'action, de réaction des protagonistes, par exemple des militaires, etc. Donc il faut nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants des choses. Quels sont les risques? Mais du fait qu'on soit là pour sécuriser, entre autres, les familles des gendarmes du camp commando et la cité universitaire, automatiquement sont des alliés, ou bien je dirais sympathisants. On a un ennemi qui nous combat. On a des gens qu'on protège. Notre présence, voire nos actions, leur permet de continuer la vie. Donc je pense que si on les laisse, ils sont exposés. Alors, je vais vous poser la question simplement. Si vous étiez parti, leur vie était en danger? Bon, si on partait déjà, on aurait failli à la mission. Bon, globalement, même si c'est un chef qui me demandait de partir. Mais quand vous avez une population civile qui est sous votre protection, ou bien qui cohabite avec vous, nécessairement, elle vous apporte des informations contre votre ennemi. Donc, naturellement, si vous partez, bon, sans que des dispositions soient prises derrière, elles vont être exposées. Vous excusez, monsieur, hein, je prends quelques secondes. Alors, monsieur, est-ce que la survie du camp commando passait par un ravitaillement régulier, ce que vous avez appelé, je crois, des liaisons logistiques? Oui, parce que fallait faire d'abord le ravitaillement en vivres pour qu'on puisse tous se nourrir. Ensuite, cette même mission logistique permettait d'aller chercher des pièces de rechange si on avait un véhicule en panne. Et chaque 2 jours, cette mission logistique devenait plus importante parce qu'on profitait pour faire, puisqu'on limitait nos déplacements, on profitait pour faire la relève.
Parce que chaque 48 heures, les troupes qui étaient au camp d'Abobo pour cette mission, sous le commandement du chef PC, se relevaient chaque 2 jours. Et le chef PC, il faisait 1 semaine. Donc cette mission logistique était vitale. D'accord. Alors, première question. Il y avait une distinction, une différence entre le convoi quotidien de ravitaillement, de liaison logistique, et le convoi de relève, je veux dire en termes de nombre de véhicules, d'importance du convoi. Est-ce que c'était différent? Oui, c'était différent parce que, tout simplement parce que la relève va prendre tout le personnel. Mais bien évidemment, les véhicules vont à peu près vides. Ils vont chercher le point de ralliement, c'est au camp de gendarmerie d'Agban. Ils prennent la relève, viennent les déposer et ils repartent avec ceux qui descendent. Donc, le jour où il y a la relève, on mettait plus de véhicules. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation? Un convoi banal de ravitaillement, il y avait à peu près combien de véhicules? Et un convoi de relève, il y avait à peu près combien de véhicules? Pour qu'on ait une idée. Bon, pour avoir une idée, puisque en citant les détachements, je peux dire approximativement le nombre de véhicules lors de la relève. Il y avait une section BCP, une section du génie, un détachement de la police, 2 même, un BAE et puis un autre détachement de la police. J'avais aussi un détachement de la GR, garde républicaine. Entre 5 et 6 détachements. Puis j'avais un détachement du bâtiment d'artillerie sol-air. C'était pas des sections, c'était des groupes. Donc, en moyenne, lors de la relève, il y a au moins 7 véhicules. Parce qu'ils doivent prendre tout ce monde. Mais le jour qu'il n'y a pas de relève, que nous limitons à une mission logistique, ben, entre 3 et 4 véhicules, il y a parfois l'ambulance quand il y a un malade à évacuer. Sinon, environ 3 véhicules en moyenne, 4, 3, voilà. Avec quelques hommes pour bien sûr faire la sécurité du convoi. D'accord. Alors, si je comprends bien, et vous m'arrêtez si je me trompe, chaque jour, un convoi, ou en tout cas des véhicules, quittaient le camp commando, et chaque jour, des véhicules arrivaient au camp commando. Et si je comprends encore, le matin, des véhicules quittaient le camp, et le soir ou l'après-midi, enfin je ne sais pas, vous allez nous dire, des véhicules y revenaient. Est-ce que c'est ça? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Effectivement, c'était la mission logistique quotidienne, aux environs de, au moins après 8 heures, puisqu'il faut faire le rassemblement à 7h, 7h30, donner les consignes, voir un peu ce qui s'est passé la nuit. Donc, le lieutenant, puisque ça tournait, hein, le lieutenant s'était programmé, le lieutenant chargé de la mission logistique, et il voit les véhicules qui peuvent réaliser cette mission, il s'apprête. Et puis bon, après 8 heures, je sais pas l'heure précise, mais c'est après le rassemblement, après 8 heures, il part. Et comme on cumulait tout ce qu'il y avait à faire, puisque bien évidemment nos déplacements n'étaient pas faciles, on était très exposés. Donc il revenait l'après-midi en fonction des choses à faire dans ce domaine logistique. Maintenant, le jour où il y avait la relève, là, il y avait une heure qui était précise, puisqu'il il fallait coordonner avec la troupe qui devait remplacer. Voilà. Mais tout ça se faisait avant, au maximum, pour 18 heures. Alors, pour que ce soit clair, devait coordonner
avec la troupe qui devait remplacer et qui se trouvait à Agban. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ce que je veux dire. D'accord. Alors, monsieur, est-il juste de dire que chaque jour, donc, des véhicules partaient, chaque jour des véhicules revenaient, et qu'il y avait une forme de routine dans ce va-et-vient? Oui, en tout cas, c'était le quotidien. Monsieur le Président, je vois l'heure et ce sera un bon moment pour arrêter. Voilà. Le Président, oui. Il est effectivement 11 heures. Monsieur le témoin, nous allons maintenant faire une pause d'une demi-heure et nous reviendrons à 11h30. Cela vous permettra de vous reposer et nous reprendrons à 11h30. L'audience est suspendue.